Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonne journée, nous sommes ensemble pendant 1 heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est 1 heure de direct. On retrouvera notre invité politique à 8 heures. Aujourd'hui, c'est David Racheline, le sénateur maire FN de Fréjus, qui est directeur de la campagne de Marine Le Pen. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis, vous retrouverez le Zap Élysée, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires. Direction le Touquet, ville dont Emmanuel Macron est un habitué. Si l'effervescence est retombée dans la station balnéaire après sa qualification pour le second tour, les habitants restent très confiants sur l'issue du scrutin. Caroline Fichten pour WEO TV est allée à la rencontre des habitants du Touquet. Emmanuel Macron applaudi et attendu à l'issue de son vote en mairie du Touquet. Aujourd'hui, la station des 4 vents est plus calme et devant le domicile touquetois du candidat qualifié au second tour, les journalistes ont disparu. Les habitants au Touquet ont voté à 50% pour François Fillon, 30% pour Emmanuel Macron. Et pour certains, le potentiel futur président de la République, dont la résidence secondaire est ici, pourrait être bénéfique pour la notoriété de la ville. Ça ne peut lui donner qu'une bonne image. Hein. Non, tout c'est positif. Hein. Ce matin, j'entendais à la télé, à la météo, on disait même le Touquet, alors qu'avant... Donc non, c'est positif pour nous. On espère, mais bon, on n'espère pas de surprises, de mauvaises surprises, on espère que des bonnes. Et bon, on espère, hein, c'est très bien. Alors bien sûr, s'il est élu président, lorsqu'il reviendra au Touquet, Emmanuel Macron sera sans doute plus entouré, avec une sécurité renforcée. Ah bah ça va être forcément renforcé, il y aura des renforcements, c'est sûr. Hein. Ça c'est normal, mais ça c'est pas grave. Moi je trouve ça normal, on s'habituera. Et puis non, moi je dis c'est bien, pour le Touquet ça peut être bien. Emmanuel Macron, amiénois de naissance, touquetois d'adoption, sera de retour ici le 7 mai pour le vote du second tour, qui pourrait faire de lui le nouveau président de la République. Les vignobles victimes du gel, avec des répercussions inquiétantes dans beaucoup de territoires. On part dans l'Hérault, où le vignoble a souffert de 2 matinées de gelée printanière. Résultat, 20% des vignes dans le département ne produira pas de vin pour le millésime 2017. Une perte de quelques 130 millions de bouteilles. Des explications de Brian Bock pour TV Sud. Des vignes brunes, semblables à un mois d'automne. En seulement 2 matinées près de Pomerol, les gelées ont quasiment détruit toute cette parcelle de vignes. Le sol se refroidit beaucoup et donc à partir de là, la vigne est autour de -1, 0, -2 degrés. C'est la température qu'il y a eu ce jeudi matin et ce vendredi matin. Et la vigne ne s'en remet pas parce qu'elle est en pleine sève et donc ça congèle. Résultat, rien que sur le département de l'Hérault, 20% du vignoble ne donnera pas de vin cette année. Les vignerons devront retailler les vignes pour au mieux rentabiliser le millésime 2018. Il faut qu'on puisse faire un petit peu le tri au niveau du végétal. Il risque de partir un petit peu dans tous les sens. Donc il faudra sur les branches qu'on trie, qu'on garde les plus significatives, de telle manière que ces branches puissent après, en 2018, donc le prochain millésime, donner des fruits. Sécheresse, inondations, gelée. Face aux aléas climatiques, seul un viticulteur sur 10 est assuré. Ce sénateur souhaite donc mieux sensibiliser les professionnels. Les assurances, c'est comme de tout. Plus il y aura d'adhérents qui s'assurent, et plus ils feront un chiffre d'affaires conséquent, donc ils pourront ainsi diminuer le coût des polices. Et comme aujourd'hui il y a une assurance auto ou une assurance habitation, il faudra que ça rentre dans la culture des agriculteurs. L'impact économique est encore difficilement évaluable, mais rien que sur l'Hérault, ce sont l'équivalent de 130 millions de bouteilles 2017 à produire en moins. Dans ce journal des territoires, trouver l'abeille parfaite, celle qui sera adaptée aux différents territoires de l'Occitanie. Montagne, plaine, mer, bord de mer, c'est le but de 16 apiculteurs venant de l'Hérault, du Gard et de la Lozère qui ont mis en place un projet de sélection. Sur ce projet, c'est une centaine de ruches pour environ 3000 abeilles qui sont étudiées quotidiennement. L'Occitanie est la première région apicole de France, mais les professionnels du secteur ont dû faire face à des difficultés de rendement ces 15 dernières années. Alors forcément, il a fallu s'adapter. Charles Arrigoni pour TV Sud. Trouver l'abeille parfaite, celle qui sera adaptée aux différentes conditions territoriales de l'Occitanie, montagne, plaine et bord de mer. C'est le but de 16 apiculteurs venant de l'Hérault, du Gard et de la Lozère qui ont mis en place un projet de sélection.
On a quand même un climat un petit peu particulier avec des hivers doux, des étés qui sont quand même relativement secs et puis surtout des floraisons qui s'échelonnent du mois de février au mois d'octobre. Donc il faut quand même une abeille adaptée à ça. En plus, on souhaiterait s'affranchir à travers ce projet des importations d'abeilles de l'étranger. Donc notre but, c'est aussi de rendre autonomes les apiculteurs en termes de génétique. Sur ce projet, c'est une centaine de ruches pour environ 3000 abeilles qui sont étudiées quotidiennement. L'Occitanie est la première région apicole de France, mais les professionnels du secteur ont dû faire face à des difficultés de rendement ces 15 dernières années. Alors forcément, il a fallu s'adapter. Dans toute période difficile, il y a toujours quelques individus qui sortent du lot. Donc on s'est dit que c'était ça qu'il fallait sélectionner et reproduire. Voilà, donc c'est le but de notre groupement, c'est d'essayer de repérer dans les exploitations les meilleurs sujets. Ça l'intérêt aussi, c'est qu'il y a une variété génétique. Si on fait ça sur une seule exploitation, on peut être facilement en consanguinité. Pour mener à bien cette sélection, les apiculteurs sont réunis au sein d'un collectif, un CETA, où chacun participe financièrement et matériellement. Et pour les aider, ils ont reçu le soutien de la DRAF, la Direction régionale de l'agriculture, qui leur a accordé le label GI2E, groupement d'intérêt économique et environnemental. Ils ont la possibilité, étant reconnus par l'État, donc de valoriser cette reconnaissance et notamment de bénéficier d'un soutien, d'une majoration dans les dossiers d'aide qui les accompagnent dans le développement rural. De par le GI2E, le but est que ce travail soit démultipliable à l'échelle d'autres apiculteurs. De son côté, le CETA en a lui pour 6 années de recherche. On part en Provence-Alpes-Côte d'Azur maintenant. Elle s'appelle Rayon d'Espoir 06. C'est l'association qui a ouvert une épicerie éco-solidaire à la Roquette-sur-Siagne. Le but, venir en aide aux personnes les plus démunies. Les bénévoles lancent un appel aux dons pour poursuivre leurs actions. Sophie Jeanroy pour Azur TV. Ça me tente. André peut se faire plaisir. Dans cette épicerie éco-solidaire créée par l'association Rayon d'Espoir 06, tous les produits des étalages lui sont accessibles. Cette retraitée peut se nourrir à moindre coût. C'est pas cher, alors on peut se faire un petit plaisir pour pas cher. Dans son panier, des produits laitiers, fruits et légumes et souliers, le tout pour 12 €. Avec les chaussures. Avec une paire de chaussures. C'est des retraités, des gens à petits moyens. Il y a des gens qui n'osent pas venir parce qu'ils ont honte, mais on est là ouvert à tout le monde parce qu'ils n'ont pas les moyens et voilà, ils peuvent acheter, ils peuvent manger à leur faim des légumes. Par exemple, tout ce qui est gâteau, tout ça, c'est moitié prix. Viennoiserie, c'est moitié prix. Le pain est donné, voilà, à volonté. Chaque matin, branle-bas de combat, les bénévoles s'activent, récupèrent les produits invendus des grandes surfaces, les trient et mettent en rayon. On va commencer à les trier. On trie pour que les gens puissent avoir quand même des produits de qualité. Les fruits et légumes, c'est le grossiste Balico de Pégoma qui nous les offre. Et pour le reste de la marchandise, ça vient de grandes enseignes et d'une boulangerie très réputée. Des aliments frais, un arrivage quotidien pour offrir le meilleur choix aux bénéficiaires. Les poireaux, je crois que c'est 1 € aussi. Oui, c'est 1 €. Et j'en ai 1 kilo. J'étais au Resto du Cœur jusqu'à présent, maintenant je n'y ai pas le droit. Donc sans ici, je ne sais pas comment je ferais, je sais pas. Les particuliers sont également les bienvenus pour faire des dons. J'ai déposé un vélo d'appartement, là-bas, un petit matelas enfant, un petit vélo, des Legos. Ça m'ennuie de les jeter parce qu'ils sont en très bon état. Donc voilà, j'ai entendu parler de cette association et j'en ai profité pour déposer ça. Ça me fait plaisir de faire plaisir aux autres et en même temps de ne pas jeter. L'épicerie solidaire a ouvert ses portes en novembre 2015. Depuis, le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter. À ce jour, plus de 350 familles se servent ici. Pour satisfaire tous les besoins, l'association doit se munir d'un nouveau camion réfrigéré, un outil essentiel avant les grosses chaleurs d'été. On fait un appel aux dons, de manière à pouvoir satisfaire plus les personnes qui sont dans le besoin. On peut récupérer beaucoup plus de marchandises, mais pour ça il faut un camion réfrigéré. On a un petit véhicule qui est réfrigéré mais qui n'a pas assez une grande capacité, ce qui nous fait faire beaucoup de voyages et
et un camion prendrait tout en une fois, quoi. Pour faire un don, rendez-vous sur la page Facebook de l'association. 565 € ont été récoltés dans la cagnotte Hello Asso. L'objectif, réunir 15 000 €. Tous les bénéfices serviront au fonctionnement de l'association pour donner un rayon d'espoir aux familles. Secourisme, un ourson qui rend ludique l'apprentissage des gestes de premier secours. Les gestes de premier secours font désormais partie intégrante des programmes de l'éducation nationale. Et pour parler de secourisme aux enfants de manière ludique et amusante, un gardois a créé un personnage fictif, Bilou le casse-cou, qui au travers de vidéos et d'ateliers explique ses gestes de premier secours aux écoliers. Charles Arrigoni pour TV Sud l'a rencontré. Tu restes à côté, je t'envoie les pompiers, d'accord? D'accord, merci. Appuie fort, hein? Oui. Au revoir. Très bien. Regarde, tu vois, quand tu appuies, faut vraiment appuyer fort dessus. T'es en train de lui sauver la vie, là, hein? Ces enfants ont l'air de s'amuser, mais ils apprennent pourtant des gestes qui peuvent sauver des vies. Et pour cette classe de CM2 de Galargues-le-Montueux, au programme aujourd'hui, comment gérer au mieux une hémorragie. Il faut appuyer fort sur la blessure, ensuite mettre la victime au sol, et après appeler le SAMU, lui dire où on est, et comment on s'appelle et ce qu'on a fait pour le soigner. Les gestes de premier secours font désormais partie intégrante des programmes de l'éducation nationale. Et pour parler de secourisme aux enfants de manière ludique et amusante, un gardois a créé un personnage fictif, Bilou le casse-cou, qui au travers de vidéos et d'ateliers explique ses gestes de premier secours. Le truc à ne pas faire. Faire comme dans les films. On laissera pas notre peau ici. On va pas leur laisser cette chance, Bill. Les enfants sont les citoyens et les acteurs de demain. En France, on est environ à 40% de la population qui est formée aux gestes de premier secours, ou dans les pays scandinaves, on est à plus de 80, voire des fois 90%. Et ce sera eux, la future génération, qui pourra porter secours. Donc on essaie de leur inculquer ça dès le plus jeune âge. Aujourd'hui en France, un enfant décède tous les 2 jours à cause d'accidents domestiques, d'où l'importance de leur inculquer le plus tôt possible cet apprentissage. C'est important parce que si ça m'arrive à moi, je pense que d'autres personnes m'auraient secouru. Comme ça, moi, quand on sera chez soi, on pourra savoir ce qui est dangereux pour sauver sa petite sœur, ses parents, tout. Depuis la rentrée de septembre 2016, 500 élèves gardois ont pu apprendre ces gestes grâce à Bilou le casse-cou. L'ours bleu a aussi été présenté à des personnes atteintes de trisomie 21. Le muguet est en avance. La star du 1er mai a déjà fleuri dans de nombreux jardins en Gironde. Mais cette année, contrairement à l'année dernière, il devrait être très très beau. Si l'an dernier, les pluies de printemps n'avaient pas donné de très beaux bouquets, la météo de cette année a donné un cru exceptionnel. Christophe Chavanneau pour TV7 en Gironde. Depuis 4 jours à peine, Pierre s'active dans ses serres et surveille de près le trésor du mois de mai, le muguet. Et cette année encore, la nature a décidé de perturber le calendrier. Le soleil aidant, les clochettes blanches sont de sortie avec un peu d'avance. On a eu beau doubler les bâches, mais avec des températures du week-end il y a une dizaine de jours, avec 27-28, on a beau arroser par-dessus et on gagne 4-5 degrés, mais la température y est quand même. Hein. On a de la qualité parce qu'il a été ventilé depuis le départ. Donc c'est durci en tige, il est costaud. La nature, elle est là, hein, on est obligé de ramasser quand il est là. Hein. Mais ne nous y trompons pas, cette année, les soins apportés aux 1,5 hectare de la production de Pierre se voient et se sentent. Le parfum particulier du muguet envahit les serres. On le sent au départ, mais à force de sentir, on arrive au 5-6e jour, on ne le sent plus. Hein. Au départ, c'est magnifique le parfum. Mais bon, le nez se fait à cette odeur et c'est quand les gens arrivent, les fleuristes ou les... ça sent bon. Et nous, on ne sent pas du tout. Hein. Une fois cueillis, les brins sont triés et mis en chambre froide avant les expéditions qui battront leur plein la semaine prochaine pour près de 200 000 brins dans cette exploitation. Voilà, fin de ce journal des territoires. Dans un instant, le club des éditorialistes, la presse quotidienne régionale. Mais tout de suite, la une de vos journaux ce matin. Vous vous en doutez, ce sont des unes très politiques. On commence avec le Midi Libre ce matin, gauche-droite, le Big Bang. Et c'est un titre très similaire pour Ouest France, un Big Bang politique. À la une, pour le Télégramme, c'est la fracture avec une carte de France très explicite. Pour le Républicain lorrain, fracture électorale en Lorraine après le premier tour de la présidentielle. Pour la Dépêche, élection, les clés du second tour dans un paysage politique bouleversé. Emmanuel
Emmanuel Macron part favori du second tour. Il reste 2 semaines à Marine Le Pen pour inverser le pronostic. On en parle tout à l'heure dans le débat du club des éditorialistes dans un instant. Dans la Provence, c'est dos à dos. Et c'est des analyses et des reportages sur les 2 France qui se toisent dans la Provence. Pour l'Union de Reims et les enjeux du 2e tour. À Reims, les militants LR et PS expliquent pourquoi ils ont voté et comment ils voteront au second tour. C'est dans l'Union de Reims. Pour l'Est républicain, pourquoi le FN cartonne dans l'Aube? Le Front National est arrivé en tête dans le 3/4 des communes auboises. Pour le Maine, libre dans les coulisses d'En Marche, 1 an après sa création, le mouvement d'Emmanuel Macron compte 1500 Sartois. Pour la Voix du Nord, Nord et Pas-de-Calais, terre de protestation. C'est une enquête de la Voix du Nord après, évidemment, le résultat du premier tour des élections présidentielles. Pour l'Écho de Haute-Vienne, présidentielle en Nouvelle-Aquitaine, le fleuron périgourdin. Jean-Luc Mélenchon a fait un tabac en Dordogne où il est arrivé en tête et c'est dans l'Écho de Haute-Vienne. Pour Nord-Éclair, un choix difficile pour les électeurs de Mélenchon. Les Lillois ont placé Jean-Luc Mélenchon en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, entre le rejet du Front National et les réticences à voter Macron, il s'interroge dans Nord-Éclair. Voilà, nous allons rejoindre maintenant le club des éditorialistes de la presse quotidienne régionale qui nous ont rejoints ce matin. J'accueille sur ce plateau Guillaume Doyen, qui dirige la Gazette des communes, des départements, des régions. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous. J'accueille Jefferson Desport de Sud-Ouest. Bonjour. Bonjour Cyril. Jefferson, merci d'être avec nous ce matin. Et j'accueille Jean-Louis Picot du Parisien Écho. Bonjour Jean-Louis, merci d'être avec nous. François Hollande se met donc en marche pour Emmanuel Macron. Hier lundi, François Hollande, lors d'une allocution en direct de l'Elysée, est sorti de l'ambiguïté face au risque que l'extrême droite fait peser sur l'avenir de la France, a-t-il dit. Ils seront également 3 sur la photo ce matin. Jefferson Desport, c'est ce dont on va parler maintenant. Oui, Cyril, écoutez, le soutien de François Hollande à Emmanuel Macron était attendu. C'était un secret de polichinelle, tout le monde le savait. Il s'est bien gardé de l'officialiser avant le premier tour pour ne pas donner plus d'arguments aux adversaires d'Emmanuel Macron qui l'ont présenté comme l'héritier, le fils spirituel de François Hollande. Alors que derrière tout ça, il y a quand même une trahison, mais politiquement, c'était quand même assez porteur d'associer Emmanuel Macron à François Hollande. Ce soutien prendra une nouvelle forme ce matin avec l'hommage aux policiers tués sur les Champs-Élysées dans cet attentat à 2 jours du premier tour, avec Emmanuel Macron sur la photo, François Hollande et Marine Le Pen, donc les 2 finalistes, les 2 qualifiés pour le second tour de cette présidentielle, entourant le président de la République, futur ex-président de la République. Donc voilà, on va dire, vous disiez que François Hollande se mettait en marche, on peut le considérer comme ça. Jean-Louis Picot. Oui, on sait que le cauchemar de François Hollande, c'est d'être contraint de passer le témoin à Marine Le Pen à l'Élysée au cas où elle parviendrait en tête lors du 2e tour. Ça serait le premier président à ne pas se représenter, à ne pas être en mesure, selon son choix, de défendre son bilan, mais en plus celui qui passerait le témoin à un parti comme le Front National, et au-delà d'une image qui est déjà bien mauvaise, là ça serait catastrophique et sans retour pour François Hollande, je pense, au point de vue politique. Guillaume Doyen, François Hollande, il avait déjà semé des petits cailloux blancs dans son intention de finalement soutenir Emmanuel Macron depuis quelques semaines déjà. Oui, alors ça se voyait, mais de toute façon, la politique macronienne, macroniste, comme vous voudrez, si j'ose dire, est tellement... Vous n'avez pas trouvé le terme encore? Non, est tellement marqué par Hollande que l'affiliation va de soi, si vous voulez. Ça se ressemble terriblement, quoi. Avec 160 amis, enfin proches de François Hollande, amis ou proches politiques qui soutiennent oui, Emmanuel Macron. Et d'autres qui vont arriver. Vous allez voir que la cohue va bientôt arriver. Non, mais là, franchement, l'affiliation est tellement évidente. Bon, le président a eu l'habileté d'attendre un peu, quoi. Est-ce que ça va desservir Emmanuel Macron, Jefferson Desport, face à Marine Le Pen? Non, parce que maintenant, on est rentré dans une autre phase. Je pense que cet argument-là était surtout très porteur à droite, avec François Fillon, qui lui devait, et on savait que c'était très serré, donc il devait appuyer sur cette corde-là pour pouvoir vraiment marquer la rupture avec le hollandisme et associer Emmanuel Macron à tout ça. Donc maintenant, je pense qu'on est dans une autre phase. On a un front républicain qui s'est mis en place. Les principaux leaders de droite et de gauche ont appelé à voter Emmanuel Macron, à faire barrage aux législatives. Et le vrai rendez-vous maintenant, ce sont les législatives. Donc voilà, maintenant, ils ont appelé à voter, à faire barrage au FN. Rendez-vous en juin. Et
je ne pense pas que ça change grand-chose maintenant. Alors les observateurs, Jean-Louis Picot, disent qu'il faut absolument qu'Emmanuel Macron se présidentialise. Alors que peut-il faire? En dehors d'avoir le soutien du président de la République, que peut-il faire pour se présidentialiser? Il a commencé un peu dimanche soir, non? Tout le monde a dit qu'il avait un comportement de vainqueur du deuxième tour. Oui, il a fait monter sa femme. Voilà, c'était un discours de quelqu'un qui était élu. On peut le comprendre, hein, encore une fois. Il y a un an, qui aurait pu anticiper un résultat pareil? Après, c'est sûr que là, on va être dans des débats très sur le programme, le régalien. Il va avoir en face de lui Marine Le Pen qui va essayer de le pousser dans les cordes sur des sujets tels la sécurité, l'immigration, où il va falloir qu'il s'exprime. Après, sur l'économie, je pense qu'il va être assez à l'aise. C'est quand même son domaine. On va parler droit du travail. Tous ces sujets-là, il va falloir vraiment qu'il déroule pour le coup, son programme très, très précisément. Alors, vous parlez d'économie, Guillaume Doyen, pour les marchés européens en grande forme. Emmanuel Macron est déjà président. On a vu que Wall Street et puis aussi l'indice phare de la Bourse de Paris avait atteint son plus haut niveau depuis 2008. Donc là-dessus, il est crédible. C'est quoi? C'est l'ancien banquier pour les marchés qui rassure? Oui, bon, c'est le candidat des patrons. Hein. Macron, il n'y a aucun sujet là-dessus. Hein. Il l'avait dit lui-même. Il n'y a pas d'ambiguïté, si vous voulez, sur ce qu'il est vis-à-vis des entrepreneurs, des marchés, etc. Et vous vous posiez la question, c'est que doit-il faire maintenant pour se présidentialiser? C'est effectivement réunir les Français. On a vu la France fracturée au moins en deux entre l'Est et l'Ouest. La France de Le Pen, la France de Macron. Maintenant, il doit quand même expliquer aux Français qui ne sont pas de ces électeurs, qui peut les aider tout de même. Il y a aussi la France des villes, il y a la France du périurbain, il y a la France des campagnes qui est scindée quand même. Donc le rôle du président de la République, du prochain président de la République, quel qu'il soit, ce sera quand même de redonner confiance à cette partie de la France qui a voté pour Le Pen, pour les extrémités. Et d'inventer un nouveau modèle qui soit moderne, et qui soit moderne en emmenant tout le monde avec lui. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la question. C'est soit on continue dans l'Europe et donc avec les limites qu'on a pu constater, qui ont provoqué justement cette colère de l'électorat en France et dans d'autres pays, soit c'est un repli avec le discours du FN. Donc le challenge de Macron aujourd'hui, c'est à la fois effectivement de démontrer les capacités à se développer avec les entreprises, mais que ce développement il soit élargi et qui profite au plus grand nombre. Vous parlez du discours du FN à 8h tout à l'heure, c'est David Racheline, le directeur de campagne de Marine Le Pen, qui sera notre invité politique sur Public Sénat et Sud Radio. Toujours sur Marine Le Pen, nous pouvons gagner. Hier soir à la télévision, elle a dit, soucieuse de se placer au-dessus des partis, elle se met en congé de la présidence du FN. Est-ce que ça change quelque chose? Alors, quand on va dans son QG de campagne à Marine Le Pen, il n'y a pas de mention au FN sur les affiches, sur les murs, il y a toujours marqué Marine. Donc elle se dissocie de ça, elle a voulu, on sait qu'il y a une opération de dédiabolisation. Le FN est plutôt un handicap pour elle dans ce qu'il représente en termes d'image, c'est pourtant une force militante, c'est une force politique, mais elle met tout ça sur son nom, sur son prénom. Il a fallu aussi se dissocier de son père, de ses propos, je vous refais pas l'histoire. Donc voilà, elle se met en congé de la présidence, c'est une manière aussi, le président, normalement, c'est le président de tous les Français. On a vu François Hollande prendre ses distances avec le Parti Socialiste, on a vu le résultat avec l'histoire de la primaire qu'il a fini par accepter, puis pour dire, après il n'en voulait plus. On a eu des situations assez cocasses, mais dans cette stratégie-là, de retrouver une forme de présidentialisation et de s'afficher au-dessus des partis, c'est assez, on va dire, très stratégique. Jean-Louis Picot. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien joué quand elle a annoncé ça hier. Si on regarde, l'écart est très grand aujourd'hui. L'écart est très grand. Non, mais si on analyse simplement sur l'attitude des deux candidats dans les 24 heures qui ont suivi les résultats, vous avez Macron qui effectivement a été un peu critiqué pour son attitude. On en a parlé justement avec notamment le fameux dîner à la Rotonde dans la soirée. Et Marine Le Pen qui hier annonce qu'elle se mettait en retrait de la présidence du FN, qui avait un ton à la télévision assez maternel, assez apaisant, j'ai trouvé. Donc elle joue clairement l'ouverture au maximum. Elle sait qu'elle a 15 jours pour convaincre ceux qu'elle n'a jamais convaincus, et ce qui a limité le résultat au bout du compte. 15 jours très compliqués quand même pour inverser Guillaume Doyen. Franchement, le nom de Le Pen est intimement associé à celui du FN depuis 2 générations maintenant. Alors à 10 jours du second tour, je ne suis pas convaincu que ça changera quoi que ce soit. Attention à la colère des gens. C'est de la cosmétique. Quoi. Symboliquement, c'est important, vous avez absolument raison. Voilà, donc le président de la République doit être au-dessus des partis. Mais bon,
pas persuadé que l'électorat fonctionne. Mais attention, je n'ai pas dit que les jeux étaient terminés. Hein. Alors, Guillaume Doyen, la Gazette des communes. Vous parliez du président de la République, on va parler de celui-là, de cet actuel président de la République, avec sa réforme des grandes régions à l'heure du bilan. Et vous dites choc de simplification. Pas sûr, plutôt choc de complexification. Oui, on a créé 7 très très grandes régions en espérant qu'elles soient plus efficaces, que ça réduise aussi... En tout, il y en a 13, il faut rappeler. Les coûts. En tout, il y en a 13, vous avez bien raison de le dire. Alors, au bout d'un an, si vous voulez, le bilan, est-ce qu'on a fait des économies? On ne le sait pas encore, si vous voulez. Mais comment se fait-ce, j'allais dire? Parce que vous avez une espèce... Ce sont des machines quand même très complexes, très lourdes à mettre en œuvre. Donc les comptes de résultats, ils arriveront en 2018. On saura si ouais, c'est long une réforme administrative de cette taille. Donc les Français qui se demandent, c'est vous nous avez imposé cette réforme, ou non d'ailleurs, vous nous avez fait cette réforme, est-ce qu'on a fait des économies? On n'est pas encore capable de le dire. Certains disent même on a perdu une partie de notre identité. Est-ce que c'était vraiment pour faire des économies, c'est ça? Voilà, alors ça c'est une autre question qui se pose. Est-ce que à terme vous en ferez? Ça c'est l'autre question qui se pose. Et pour certains disent oui, évidemment, on est plus puissant pour passer par exemple les marchés. On va aussi pouvoir avoir à terme moins de personnel, puisqu'on va pouvoir rationaliser, mutualiser, etc. Donc il y a aussi un espoir, si vous voulez, que ça fasse faire des économies. On peut pas le dire aujourd'hui, on ne peut pas dire non plus du point de vue de l'identité ou du fonctionnement quotidien si c'est plus efficace ou pas. En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, écoutez, sur la question des économies, rappelez-vous quand cette réforme est arrivée, y compris le président de l'ARF, Alain Rousset, avait des doutes sur le côté on va faire des économies parce qu'il faut d'abord mutualiser des services, il y a toute une histoire de compétences, donc la question, le volet on va faire des économies était loin d'être assuré. Donc Guillaume Doyen a raison de dire attendons, mais d'entrée de jeu, il y avait des doutes, y compris à gauche, sur précisément ce point-là qui est important parce que derrière, c'est les finances publiques. Jean-Louis Picot pour la région Île-de-France, Valérie Pécresse, présidente. Oui, alors on a vu que sur l'actualité de l'Île-de-France, récemment, il y a eu... l'Île-de-France, c'est un peu un cas particulier avec Paris, et on a bien vu sur un sujet comme la circulation que c'est pas toujours évident. Après, si on vient sur le fonctionnement vraiment de la région, c'est vrai que sur le résultat, pour l'instant, on n'y est pas encore. Je sais que Valérie Pécresse voulait elle-même réduire justement les coûts au niveau des effectifs de la région. On va voir justement, ça va être intéressant là maintenant, après les présidentielles, de voir quelle suite sera donnée à tout cela. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu tôt, je pense, pour tirer un bilan très précis. Ça sera forcément différent en fonction des régions, non, Guillaume Doyen? Oui, notamment l'Île-de-France, dont le périmètre n'a pas beaucoup évolué, quoi. Et ce sera extrêmement différent en fonction aussi... de la taille. Certaines sont immenses, d'autres n'ont pas énormément grandi, etc. Donc ce sera très variable, si vous voulez, et même le fonctionnement qu'elles ont adopté les unes et les autres n'est pas le même, parce qu'il a fallu faire de la proximité, et s'ils n'ont pas pris tout de la même façon, quoi. Jean-Louis Picot, on finit par un sujet un peu léger, mais pas tant que ça. C'est le 1er mai. Qui cultive le muguet? Qui le vend? Et qui en profite? Oui, on a fait le choix d'avoir un sujet volontairement léger, justement, par rapport à une actualité qui ne l'est pas toujours. En même temps, le muguet, c'est l'actualité du 1er mai, systématiquement, chaque année. Et donc là, économiquement, on a voulu s'intéresser à ce marché éclair qui dure 24 heures, hein, c'est-à-dire que les professionnels, qu'ils soient fleuristes ou non, puisque c'est ça un peu la particularité de cette journée, c'est que chacun peut vendre du muguet à peu près où il veut et quand il veut. C'est une particularité, c'est un cas unique même. Mais derrière, ce sont des emplois, notamment dans la région nantaise, où il y a énormément de gens qui travaillent. Il y a 7000 saisonniers qui sont engagés depuis début avril pour préparer ce 1er mai. Donc il y a quand même un marché du muguet en France, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, en plus la saison est plutôt bonne apparemment cette année. On connaît les chiffres un peu là, de ce que ça représente? Alors le chiffre, c'est il y a 60 millions de brins vendus, c'est-à-dire c'est à peu près un par habitant, et le marché c'est 100 millions d'euros. Ça pèse 100 millions d'euros chaque année, le marché du muguet. Merci Jean-Louis Picot. Objectif 1er mai muguet dans Le Parisien Éco. Merci. On passe à la météo des territoires. Le temps qu'il va faire en France aujourd'hui, ça se gâte malheureusement. Regarde ensemble. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans quelques minutes, l'invité politique de Public Sénat et Sud Radio, c'est David Rachlin, le directeur de campagne de Marine Le Pen. Mais tout de suite, le Zap Élysée, le premier zapping politique des matinales d'info. C'est l'une des images de la défaite. Pénélope Fillon était dans la foule de militants pour le discours de son mari. Cette défaite est la mienne. Au moins deux raisons à cet échec. La première, et il l'a lui-même reconnu, c'est évidemment la personnalité de notre candidat. J'ai été battu, je ne me dérobe pas. Mais avec les législatives, une autre bataille commence. Ce combat, il est désormais entre vos mains. Je n'ai plus la légitimité pour le livrer avec vous. Nous pouvons gagner. Et je vais même vous dire mieux, nous allons gagner. Voter pour Emmanuel Macron, ce n'est absolument pas rejoindre Emmanuel Macron, ce n'est absolument pas se rallier à Emmanuel Macron, ce n'est absolument pas adhérer à Emmanuel Macron. Monsieur Fillon et ses cadres ont expliqué aux électeurs, les Républicains, que Monsieur Macron, c'était un bébé Hollande et que c'était le drame, qu'on n'allait pas en reprendre 50 plus. L'abstention n'était pas possible et qu'il fallait évidemment se prononcer contre l'extrême droite française et donc pour cela, pour Emmanuel Macron. D'un coup, d'un seul, ils appellent pour certains à voter pour Macron, c'est-à-dire pour la continuité d'un quinquennat qui a été juste épouvantable. J'appelle à la mobilisation pour faire battre Marine Le Pen. Je l'ai dit très clairement, moi j'ai toujours été absolument opposée au NIMI. Le vieux front républicain tout pourri, dont plus personne ne veut, que les Français ont dégagé avec une violence rare, essaye de se coaliser autour de M. Macron. Je pense qu'une campagne plus énergique, moins dédiabolisée, si vous voulez, aurait eu plus d'impact. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. La présence de l'extrême droite fait une nouvelle fois courir un risque pour notre pays. Marine Le Pen, présidente, ça, jamais. Il faut faire barrage à l'extrême droite et voter pour la République. La mobilisation s'impose, mais également la clarté des choix. Pour ma part, je voterai Emmanuel Macron. Il vient, à la fin des élections, faire la leçon, alors qu'il est soutenu par, je crois, moins de 10% des Français. Écoutez, moi je lui souhaite à lui aussi une bonne retraite. Il pourra se consacrer à son sport favori, le scooter. La rotonde, c'est votre Fouquet's ? Cher ami, si vous n'avez pas compris que c'était mon plaisir ce soir d'inviter mes secrétaires, mes officiers de sécurité, les politiques, les écrivains, les femmes et les hommes qui modestement depuis le premier jour m'accompagnent, c'est que vous n'avez rien compris à la vie. La rotonde, c'est le café littéraire. Bah, c'est l'endroit où je viens depuis 15 ans, donc il faut aller dans les endroits qu'on aime. Moi, j'ai pas de leçons à recevoir du petit milieu parisien. Je vous salue. Moi, je suis inquiet pour le pays. J'ai pas envie de rigoler de la situation, vous comprenez? Je pense que c'est terrible ce qui a eu lieu. Et puis, à quoi ça servait la candidature de Benoît Hamon? Allez, on est la France insoumise, maintenant et pour toujours. Au Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale ce matin, c'est David Rachlin. Bonjour. Merci d'être avec nous, sénateur maire de Fréjus et directeur de la campagne de Marine Le Pen. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Gilles Leclerc pour Public Sénat. Bonjour Gilles. Bonjour. Merci d'être là ce matin. David Rachlin, Marine Le Pen se met en congé de la présidence du Front National. Qu'est-ce que ça change en dehors du symbole ? C'est important parce qu'elle se met comme cela en phase avec les institutions de la Ve République et elle se met au-dessus des partis politiques. Elle veut rassembler le peuple français. Elle veut être la présidente de tous les Français et évidemment pas uniquement des électeurs du Front National. Donc c'est un geste, je crois, important. Donc, ça veut dire qu'elle retrouverait la présidence si elle n'était pas élue. Oui, mais nous n'envisageons pas ce scénario. Nous pensons qu'elle sera élue et donc elle restera donc en congé du Front National et de sa présidence jusqu'à la fin de son mandat. Alors, elle n'est plus présidente du Front National, mais c'est-à-dire qu'elle va changer son programme pour justement être dans la situation de quelqu'un qui pourrait présider
la France et donc les Français. Elle était déjà arrivée, vous l'avez sans doute vu, très libre vis-à-vis de son mouvement politique à cette élection présidentielle, en proposant un certain nombre de propositions nouvelles, d'engagements nouveaux. Non mais là, entre les deux tours, est-ce qu'il y aura une mesure phare dont elle n'aurait peut-être pas parlé avant le premier tour? Nous laissons la liberté évidemment de faire un certain nombre de nouvelles propositions. Elle se laisse la liberté de faire de nouvelles propositions, mais les fondamentaux, ce sont ceux qu'elle a proposés dans le cadre de cette campagne présidentielle, les 144 engagements qui sont aujourd'hui connus des Français. Mais la sortie de l'euro, par exemple, lesquels... vous allez encore essayer de capitaliser là-dessus dans l'entre-deux tours? Nous allons continuer à défendre la souveraineté de notre nation, bien sûr, et nous souhaitons, et vous l'avez vu d'ailleurs, probablement une majorité de Français au premier tour ont voté pour un candidat, disons, eurosceptique ou eurocritique. Nous souhaitons évidemment rassembler cela parce que nous leur disons qu'il n'y a pas d'espoir avec le candidat du système qui veut en fait une accélération du processus d'intégration européen, une accélération de la politique de François Hollande, on va en reparler. Quant à nous, nous proposons en effet de retrouver nos souverainetés territoriales, budgétaires, économiques, législatives. Est-ce que vous allez aller sur certains terrains dont on n'a pas parlé d'ailleurs jusqu'à présent dans la campagne, c'est-à-dire la question identitaire? Est-ce que vous allez aller chercher Emmanuel Macron sur cette question? Non mais nous continuons évidemment à défendre l'identité de notre pays quand M. Macron pense qu'il n'y a pas de culture française, pense qu'il est nécessaire à l'étranger d'ailleurs d'aller insulter notre pays, en particulier en expliquant qu'il aurait commis des crimes contre l'humanité en Algérie. Je crois qu'en effet, il n'y a pas une once de patriotisme en réalité dans le projet de M. Macron. Nous allons continuer à le démontrer en effet, et pour cause, puisqu'il est le candidat des mondialistes. Mais comment il est le candidat de la dilution de la France, dans cet ensemble européen sans frontières, sans protection. Mais en continuant à rassembler, et parce que, encore une fois, les propositions qui sont celles de Marine, c'est-à-dire, vous savez ce que je pense? Je pense que l'élection présidentielle, ce second tour d'élection présidentielle sera un référendum pour ou contre la France. Est-ce que on garde la France avec ses frontières, avec son identité, sa culture, ses traditions, sa langue, son patrimoine que nous souhaitons promouvoir, ou est-ce qu'on met un terme à la France et qu'on accélère... Vous dites qu'Emmanuel Macron n'est pas un patriote. Et qu'on accélère sa dilution dans l'Union européenne, dans une Europe sans frontières, qui, avec pour conséquence évidemment d'aggraver la situation en matière d'immigration, d'aggraver la situation en matière de libre-échange et de concurrence déloyale vis-à-vis de nos entreprises. Et vous savez à quel point c'est destructeur d'emplois dans notre pays. Oui, bien sûr, je crois que ça c'est un danger véritable. Alors le vote du premier tour a montré un désir de changement au-delà du projet. Vous êtes aujourd'hui challenger, en tout cas Marine Le Pen. Est-ce qu'au fond... Marine Le Pen incarne ce renouveau, ce changement finalement. Elle est dans le paysage depuis déjà assez longtemps, et en tout cas avec son nom qu'elle porte, et celui de son père, ils sont dans le paysage depuis très longtemps. Et est-ce que c'est pas ça aussi la force d'Emmanuel Macron, au-delà des projets? Avec autour de lui des hommes et des femmes, M. Ferrand et d'autres, qui sont adhérents au Parti Socialiste depuis les années 80. L'élection présidentielle, on élit d'abord une personnalité. Avec des gens qui sont au Parti Socialiste depuis les années 80, avec M. Attali, avec M. Hu, avec toute une série de gens qui incarnent le système et qui entourent M. Macron et qui sont aujourd'hui, encore une fois, des membres du système en quelque sorte depuis des décennies. Non, nous proposons un projet véritablement alternatif. Marine, si elle défend ses idées depuis un certain nombre d'années... n'était pas justement au-delà du projet. J'y viens, Marine, si elle défend ses idées depuis un certain nombre d'années en effet, et qu'elle a pu avoir des responsabilités style parlementaire européen, elle n'a jamais été aux responsabilités à la tête de l'État. C'est ça la différence. Monsieur Macron, on a vu quand il était aux responsabilités. Ça a été la catastrophe. Avec Monsieur Hollande, c'est une augmentation massive de la dette, une augmentation massive du chômage, une augmentation massive des délocalisations, de l'immigration, le développement sur notre sol du communautarisme et une certaine forme d'ailleurs de développement de l'islamisme radical avec comment pour conséquence le terrorisme contre lequel arrivé en tête au premier contre tour, lequel ce gouvernement ces défauts-là, les Français étaient aveugles, contre lesquels ce gouvernement n'a jamais été capable de lutter. Mais M. Macron, il a bénéficié d'un flou artistique dans le cadre de ce premier tour, mais nous allons mettre un terme à ce flou artistique parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus que 2 candidats, nous allons nous affronter projet contre projet. On n'a pas compris grand-chose à son projet jusqu'ici, pardon, mais Marine demande régulièrement sur les plateaux de télévision aux personnes qui l'interviewent de citer 2-3 mesures qui sont à mettre en place par M. Macron. Personne ne sait, parce qu'encore une fois, c'est le flou artistique. C'est David
David Racheline, le sénateur maire de Fréjus, qui dirige la campagne de Marine Le Pen, qui est notre invité ce matin. L'actualité, David Racheline, c'est le côte à côte Emmanuel Macron, Marine Le Pen, aux côtés de François Hollande, donc ce matin pour l'hommage national rendu aux policiers assassinés sur les Champs-Élysées. Donc, est-ce qu'on peut penser du coup que vous êtes dans le système? Elle est invitée par le président de la République, vous en faites partie maintenant, ça continue ce que disait Gilles Leclerc, mais... Vous savez, ce qui définit le système, c'est l'adhésion au projet qui est défendu par ceux qui sont en exercice au pouvoir depuis des années. Nous portons encore une fois un projet alternatif. Maintenant, dans la République, il y a des moments de rassemblement, et l'hommage à un policier victime d'un attentat est évidemment un moment de rassemblement pour tous les républicains, dont nous évidemment. Alors, vous parlez de rassemblement, vous tendez la main à Nicolas Dupont-Aignan. Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'il puisse vraiment basculer de votre côté? Mais nous tendons la main à tous les électeurs patriotes de ce pays, et je sais qu'il y en a chez beaucoup d'électeurs du premier tour qui se sont portés sur un candidat qui était aujourd'hui éliminé. Il y a évidemment des hommes et des femmes qui sont des patriotes et qui surtout font la même analyse que nous. Par exemple, vous pensez évidemment les électeurs de droite, ceux qui ont voté pour François Fillon. Mais pas seulement. Vous avez un grand réservoir de voix là. Quand il y a des personnes qui ont voté pour M. Mélenchon et qui considèrent que l'Union européenne, dans sa forme actuelle, prend la mauvaise direction, qui considèrent que les reculs des services publics sont inacceptables tels qu'on les connaît dans notre pays aujourd'hui. Combien d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon pourraient vous rejoindre? Qui considèrent aussi qu'il est inacceptable aujourd'hui de faire bénéficier du CICE les grandes entreprises quand nous préférons aider les petites et les moyennes entreprises, nos artisans et nos commerçants. Oui, mais c'est sur le fond que ça va se faire, madame. C'est pour ça que je vous en parle. Vous avez donc prévu le discours pour leur parler aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon sans vous renier, mais vous quantifiez à combien le nombre d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui pourraient vous rejoindre? C'est quoi, 20%, 30%? On ne fait pas de calcul de ce type-là. Nous allons essayer de rassembler le plus largement possible. L'objectif, c'est évidemment d'emporter cette élection présidentielle sur le projet que vous connaissez, les 144 engagements qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont parfaitement compatibles, en effet, avec les inquiétudes et les envies, les désirs qui sont ceux de certains qui se sont portés au premier tour sur d'autres candidats. Alors évidemment, pour ceux de M. Dupont-Aignan, c'est le cas aussi, parce que nous avions, dès le premier tour, des projets qui étaient assez proches, mais c'est vrai aussi pour les électeurs de M. Fillon, qui veulent qu'on mette fin au laxisme judiciaire, qui veulent qu'on se mette vraiment à retrouver nos frontières pour lutter contre l'immigration et contre le terrorisme. Sur bien des sujets, je pense qu'il peut y avoir une grande alliance entre électeurs pour soutenir Marine dans le cadre de ce second tour. Parce que, encore une fois, le projet de M. Macron va éclater au grand jour aujourd'hui, et on va voir qu'il souhaite supprimer massivement un certain nombre de fonctionnaires et donc des policiers et des gendarmes, qu'il souhaite augmenter massivement la CSG, qu'il souhaite accélérer la politique de François Hollande avec l'immigration massive, avec le communautarisme. Tout cela est évidemment une inquiétude forte, y compris pour les électeurs de M. Fillon. David Racheline, est-ce qu'on aura quelques informations entre ces deux tours sur l'équipe de Marine Le Pen? Est-ce que, par exemple, le profil de son Premier ministre, est-ce qu'on aura un peu plus de détails? Parce que vous citiez tout à l'heure l'entourage d'Emmanuel Macron. On a peut-être envie de savoir, ou les Français ont envie de savoir, avec qui Marine Le Pen pourrait-elle gouverner? Le Front National, le mouvement qu'elle dirigeait jusqu'à hier, est un mouvement politique composé de nombreux dirigeants, nombreux élus. Vous les rassemblez, ça sera au-delà du Front National. Nombreux élus régionaux, des parlementaires européens, nombreux, les plus nombreux d'ailleurs, et évidemment qu'il y a des dirigeants son Premier ministre capables. Sera pas forcément Front National. Elle l'a dit qu'en effet, mais pourquoi? Parce qu'elle veut construire une majorité présidentielle. Est-ce qu'on pourrait dans cette majorité présidentielle, il y aura des gens qui sont issus du Front National, mais pas seulement. Regardez dans mon département du Var. Un Premier ministre qui ne serait pas Front National si Marine Le Pen était élue? Oui, on peut l'envisager. On peut l'envisager. Elle l'a dit. Maintenant, c'est à elle que reviendra évidemment. C'est elle qui l'annoncera. Marion Maréchal Le Pen, quel rôle pourrait-elle jouer? Enfin, est-ce qu'elle pourrait jouer un plus grand rôle? D'autant qu'en plus, elle a fait de bons scores. Enfin, le Front National a fait de bons scores dans le Vaucluse. Mais Marion est un élément évidemment important. Elle était un peu en sourdine quand même. Non, elle n'était pas en sourdine. Elle a mené campagne sur le terrain, dans les fédérations. Elle continue aujourd'hui à le faire. Elle est une parlementaire. Il n'y a pas la volonté de plus la mettre en avant. Et pourquoi? Elle est une parlementaire appréciée, mais Marine avait donné sa position. Il y a une évolution des mentalités sur le travail dans le cadre de l'exercice des mandats, dans le cadre de la politique. Et donc, c'est vrai qu'elle avait souhaité éviter de confier trop de responsabilités à des membres de sa famille. David Racheline, vous êtes arrivé en tête dans 47 départements. Oui. Parce que vous êtes le directeur de campagne de Marine Le Pen. Vous connaissez bien
la carte électorale. Est-ce que vous avez commencé à faire des projections pour les législatives ? Nous sommes arrivés en fonction du résultat du premier tour. En 47 départements, vous avez raison de le dire. Monsieur Macron dans 42 seulement. Nous sommes arrivés en tête dans quasiment 20 000 communes. Et c'est évidemment extrêmement enthousiasmant pour le second tour de cette élection présidentielle, mais aussi pour les élections législatives. Vous avez fait des projections déjà ? Évidemment. Nous avons regardé la carte électorale, évidemment, attentivement. Je ne vais pas vous donner de projections et d'estimations. Vous savez bien que ça dépendra. Vous imaginez entre 40 et 50 députés ? Ça dépendra aussi, je crois, beaucoup plus que cela. Ah, plus, on va leur donner un chiffre. Ça dépendra, évidemment, parce que moi, j'évalue cela dans le cadre d'une hypothèse où Marine sortira victorieuse de cette élection présidentielle. Et je suis convaincu là que les Français donneront une majorité à Marine pour gouverner, une majorité, encore une fois, qui sera diverse. Mais quand vous dites plus que ça, qu'est-ce que vous espérez ? Qui sera diverse, suffisamment pour avoir une majorité pour gouverner, mais en tout cas, ces résultats démontrent une implantation extrêmement importante de notre mouvement sur le terrain et qui a vocation, à mon avis, à croître encore dans le cadre du second tour parce que nous allons rassembler plus largement. Je crois que les réserves de voix sont très importantes. Je reviens sur le contexte terrorisme dont on parlait tout à l'heure avec cet hommage aux policiers tués aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous citer, je dirais, une différence claire et nette entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen dans la lutte contre le terrorisme? Est-ce que franchement, sans langue de bois, il y en a beaucoup. Si Marine Le Pen était élue président de la République, il y aurait plus d'attentats en France? Il y en a beaucoup. Avec Marine Le Pen, tout serait fait pour que ça n'arrive plus. À commencer par le rétablissement de nos frontières, pour savoir qui rentre sur notre territoire. Parce que vous le savez bien, nous nous mettons en danger en ne contrôlant pas ceux qui rentrent sur notre territoire. Je l'ai déjà dit, j'habite à quelques kilomètres de la frontière italienne. Permettez-moi de vous dire que le contrôle est aujourd'hui impossible. Steve Riwa a fait une vidéo récemment et a démontré qu'il n'y avait pas de contrôle aux frontières entre la France et la Belgique. Nous nous mettons en danger par cette politique-là, mais il faut aussi reconstituer notre maillage dans le domaine du renseignement, reconstituer notre maillage policier en nombre de policiers et de gendarmes. Il y a beaucoup de choses à faire. Je crois que le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il faut qu'on s'en prenne maintenant rapidement à l'islamisme radical. Ça n'est pas le cas aujourd'hui puisqu'on prêche encore la haine de la République dans un certain nombre de mosquées que le gouvernement auquel a appartenu M. Macron n'a jamais souhaité fermer. David Racheline, le fin du cumul des mandats, il est là, très vite. Vous êtes député, vous êtes sénateur-maire, pardon, maire de Fréjus. Sénat, qu'est-ce que vous allez choisir? Parce que la dernière fois que vous étiez venu, c'était pas encore totalement clair. J'avais décidé de ne pas encore vous le dire, mais aujourd'hui, je peux vous le dire franchement. Je resterai maire de Fréjus. J'ai encore du travail à faire. Les raisons de ce choix? J'ai été élu sénateur aussi parce que j'étais le maire d'une grande ville de mon département. C'est le choix du cœur. Parce que la proximité Fréjus, avec les habitants, c'est ça qui compte pour un élu? J'ai été élevé dans cette ville, j'y ai grandi et j'en suis aujourd'hui le maire et je veux continuer à redresser cette commune. Je pense que le travail n'est pas fini. Et donc, une fois que ce sera terminé, on verra. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc, je vais continuer à travailler aux côtés des Fréjusiens. Merci beaucoup, David Racheline. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Voilà, j'accueille donc pour débriefer David Racheline, qui était notre invité ce matin, l'invité politique de ce plateau. Et bien, Jean Bardeny ce matin de Sud Radio. Bonjour Cyril, bonjour Denis, Yves, bonjour Monsieur Racheline, bonjour à tous. Et bonjour Yves Tréhard, le bonjour Cyril, bonjour directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci Yves Tréhard. Oui, Monsieur Racheline. Eh bien, non, il n'y a qu'une chose qui est tout à fait étonnante, si vous voulez, dans l'attitude du Front National et dans l'annonce de Madame Le Pen hier. Elle nous dit « Je vais quitter la présidence, en congé de la présidence du Front National parce que quelqu'un c'est un gadget total. Mais attendez, les électeurs s'en foutent, qu'elle soit là ou pas là, ils s'en foutent. Non, elle se met en conformité avec la rencontre entre un homme, une femme et le peuple. Mais elle n'est pas présidente de la République encore, et puis en plus, elle continue à présider le Front National en coulisses. Évidemment, c'est un mensonge et un artifice total qui ne changera pas grand-chose. Ceux qui veulent voter Marine Le Pen, ils se fichent bien de savoir si elle est présidente du Front National ou pas. Pour le coup, c'est vraiment un rapport entre elle et lui. Alors j'écoutais M. Racheline aussi sur le terrorisme. Alors ça, c'est intéressant, parce que je pense que là, vous vous exposez de façon incroyable. La seule mesure qui
qui vous différencie d'Emmanuel Macron sur ce plan, c'est effectivement la fermeture des frontières. Non, ça n'est pas tout. Mais encore, comment faire cette fermeture des frontières? Vous imaginez que le 8 au soir, on va mettre des barbelés aux frontières de la France avec des guérites? Comment ça va se passer? C'est infaisable, cette histoire. Vous avez déjà des contrôles aux frontières aujourd'hui qui sont des contrôles aléatoires, insuffisants, je le reconnais. Ça demande et ça requiert beaucoup de monde. Beaucoup de douaniers, il faudrait embaucher de douaniers. Donc là, il y a quand même, dans le discours du Front National, une insuffisance, je dirais, en termes de moyens qui me paraît tout à fait évident. Mais il y a des problèmes de moyens parce que les gouvernements successifs ont supprimé des milliers, des dizaines de milliers même de postes de policiers et de gendarmes, on en parlait tout à l'heure. Nous voulons reconstituer ces équipes et ce nombre de fonctionnaires qui nous paraît être une priorité pour rétablir la sécurité sur notre territoire. Et puis nous voulons évidemment sortir de Schengen immédiatement. Elle est la seule candidate à le proposer. Sortir de Schengen immédiatement pour rétablir des contrôles aux frontières. Vous avez dit fermeture des frontières. Non. Contrôle aux frontières pour savoir qui rentre sur. Mais si le peuple français le décide, alors nous le ferons. Mais il décide comment? Savoir. Bien sûr, savoir qui rentre sur le territoire national, ça aurait évité bien des drames de mon point de vue, des drames dans le domaine évidemment du terrorisme, mais pas seulement. Aujourd'hui, nous vivons une immigration massive et incontrôlée depuis de nombreuses années qui ont des conséquences dramatiques. C'est ça la réalité, des conséquences dramatiques dans notre pays. Et ça, si vous ne voulez pas le voir... Moi, je le vois très bien. Et il y a quand même un exemple, si vous voulez. Il faut aller sur le terrain, il faut aller à Vintimille. À Vintimille, on ferme la frontière. Qu'est-ce qui se passe? Il continue à passer. Il continue à passer par les Alpes. Vous tombez mal parce que j'habite à quelques kilomètres de là. Je suis allé avec Marine au poste frontière de Menton. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Qu'ils n'avaient pas les moyens de contrôler. Et qu'est-ce qu'ils demandent qu'est-ce que demande notre police aux frontières? Elle demande des moyens et une volonté de la part de l'État pour contrôler nos frontières. Aujourd'hui, ils n'en ont pas les moyens. Ils sont quelques-uns, quelques dizaines, pour contrôler un afflux qui est colossal. Un afflux de plusieurs dizaines, de plusieurs centaines de personnes qui arrivent tous les jours sur notre territoire. Évidemment, en l'absence de priorité nationale, ils viennent parce qu'ils peuvent bénéficier sur notre territoire d'aides dont nos propres compatriotes ne bénéficient parfois pas. Je sais qu'à quelques kilomètres de chez moi... Beaucoup d'entre eux veulent aller en Angleterre. À quelques kilomètres de chez moi, on a installé et réquisitionné des moyens au bénéfice des migrants, moyens dont mes propres compatriotes à Fréjus ne bénéficient pas. C'est un véritable scandale. Denis Jeanbart. Oui, moi, ce qui me frappe dans votre discours, y compris à l'instant, c'est qu'au fond, tout est construit sur la peur des Français. Tout est négatif. On n'a pas peur du tout. Ah bah si, vous avez peur des immigrants, vous avez peur de l'économie mondiale, vous avez peur de l'Europe. On veut... Si, c'est un discours construit. Oui, jusqu'au bout, je vais de mon raisonnement. Donc tout est construit sur la peur dans la totalité de votre programme. Donc c'est extrêmement négatif. La deuxième chose qui me frappe, c'est que au fond, vous niez la réalité du monde. La France pourrait vivre dans une île isolée de tout le reste, fermée derrière ses frontières, ignorant l'économie mondiale et les échanges, comme si elle pouvait aujourd'hui, avec ses 65 millions d'habitants, changer l'organisation du monde. Je ne dis pas qu'elle n'est pas là pour peser aussi, mais elle pourrait peser surtout à travers une construction européenne, peut-être mieux faite, mais qui lui permettrait d'exister. Et je vais à la fin de mon raisonnement, pour les trois volets qui me semblent concerner votre programme. La dernière chose, c'est que vous êtes dans une débauche de moyens, c'est-à-dire que vous dépensez à tout va, sans vous préoccuper, alors que vous revendiquez au fond d'une gestion de... C'est le franc. Voilà, c'est la France du franc, oui, c'est le repli, toujours, la peur de l'euro, etc. Mais non, je vais juste... cette émission parce que vous êtes encore plus caricaturaux que d'habitude. C'est la première fois que je m'adresse à vous. Et ceux qui regarderont cette émission tomberont des nues, à mon avis, tellement vous êtes caricaturaux. La réalité, c'est que n'a strictement rien à voir avec ce que vous décrivez. La réalité, c'est que c'est l'Union européenne aujourd'hui. La réalité, c'est que c'est aujourd'hui cette Union européenne, sous sa forme actuelle, qui est totalement
une anomalie. Parce que l'ensemble des pays du monde, contrairement au nôtre aujourd'hui, bénéficie de sa monnaie, de ses frontières et peut se défendre. Comme la Grande-Bretagne, comme les États-Unis, comme le Japon, comme la Suisse, comme l'ensemble des pays du monde qui ne subissent pas cette concurrence déloyale dont vous censez ignorer les conséquences. Peut-être qu'elle ne vous touche pas personnellement, mais vous savez, des millions de Français ont perdu leur emploi à cause de votre libre-échange. Des millions de Français ont été victimes s'il y a un pays qui est vraiment libre-échangiste, c'est la Grande-Bretagne. C'est pas parce que la Grande-Bretagne a quitté le Brexit, d'ailleurs la Grande-Bretagne a quitté l'Europe. Nous sommes partisans du libre-échange. Nous sommes partisans des échanges, bien sûr. Du libre-échange. Et nous sommes des partisans de l'économie de marché, évidemment. C'est intéressant à savoir. Nous souhaitons que la concurrence... préciser les choses. Absolument. Il faut que la concurrence soit loyale. Il faut que la concurrence soit loyale. Or, aujourd'hui, vous le savez bien, elle est parfaitement déloyale. Et quand des produits espagnols rentrent sur notre territoire, je prends le cas l'Espagne parce que je le connais bien, je le raconte souvent, j'ai une entreprise horticole à Fréjus qui est en concurrence déloyale directe avec des produits qui viennent d'Espagne. C'est une anomalie totale. Dans tous les pays du monde, on se protège face à cela. Et on essaye de faire bénéficier de la commande publique les entreprises françaises. Aujourd'hui, à cause de l'Union européenne, c'est interdit. Parce que vous croyez qu'il n'y a pas de commande publique dans Vous croyez qu'il n'y a pas de commande publique dans un pays qui consacre déjà 57% de son PIB à la dépense publique? Non, mais il faut évidemment faire des économies. Si alors vous allez passer à 65%, 70%? Si c'est ça que vous voulez entendre. C'est-à-dire une économie de type communiste. Nous sommes parfaitement d'accord pour faire des économies, bien sûr. Et alors où et comment? Et ça ne sont pas ceux qui sont aux responsabilités. Où et comment? J'y viens tout de suite. Ce ne sont pas ceux qui sont aux responsabilités depuis des années qui peuvent nous faire la leçon de ce côté-là. Eux qui ont créé, je crois, des centaines de milliards de dettes supplémentaires, 600 milliards pour ce qui concernait à l'époque M. Fillon, et à peu près autant pour ce qui concerne le mandat de M. Hollande. Nous avons un projet précis, équilibré, que je vous invite à aller voir sur notre site internet marine2017.fr, avec 80 milliards d'économies et 80 milliards... là, ça intéresse les gens. La fraude fiscale. Ah d'accord, oui, mais ça tout le monde le dit. 10 milliards sur l'Union européenne. On en parlait il y a quelques instants. Non, mais vous savez bien que c'est l'aide médicale d'État. Je voudrais revenir sur une chose qui il reste une minute et demie, vite. Très importante. Il y en a beaucoup des économies à faire. Très vite, très importante. On va rendre l'antenne après. Ouais, d'accord, ok. On sort, on revoit l'Europe. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils veulent, c'est revoir l'Europe. Sauf que le message, c'est pas celui-là. C'est on quitte l'Europe. Parce qu'ils savent qu'en dénonçant les traités, ils n'y arriveront pas, donc ils seront obligés d'être mis dehors de l'Europe. Là encore, vous êtes... Et c'est là où la communication du Front National a ses limites. Quand Mme Le Pen dit, bon après il y a référendum, si j'arrive pas à mes fins vis-à-vis des autorités de Bruxelles, référendum. Et qu'est-ce qui se passe là avec le référendum? Si les Français vous disent doit vous répondre. Excusez-moi, on doit rendre l'antenne dans là encore, vous êtes tout à fait non, c'est pas caricatural. Si. Vous répondez, David Rachid, s'il vous plaît. Yves Tréhard, s'il vous plaît. Là encore, vous êtes tout à fait caricatural. Non, pas du tout. Et ça a été le cas d'ailleurs. C'est votre dialectique. S'il vous plaît, laissez-le répondre, Denis Jean-Bart. Et ça a été le cas d'ailleurs pendant l'intégralité de la campagne. On n'est absolument pas que la caricature. C'est vous qui n'êtes pas Français. On ne vous entend pas. Les Français ne sont pas dupes. On est au contraire parfaitement. On n'entend pas M. Rachlin parce que... Laissez-le parler. Et surtout parce que vous ne me laissez pas parler, monsieur. Parler. On est au contraire extrêmement clair. Extrêmement clair, Marine a dit qu'une fois qu'elle arrivait aux responsabilités, elle se laisserait quelques mois le temps de la négociation. Et pour négocier des choses extrêmement précises, on l'a dit, notre souveraineté législative, notre souveraineté territoriale, notre souveraineté monétaire et notre souveraineté économique pour pouvoir faire du pluralisme économique. Merci. Si l'Union européenne est d'accord, tant mieux. Sinon, en effet, le choix sera proposé aux Français d'en sortir parce que elle partira. Merci. C'était David Rachlin, l'invité de Territoire d'Info ce matin. Merci d'avoir été court dans votre dernière réponse. Demain, c'est Alain Juppé qui est notre invité en exclusivité dans Territoire d'Info. Merci à tous et à demain. Vos rendez-vous avec Public Sénat. Merci d'être avec nous à ce rendez-vous de Public Sénat. L'épreuve de vérité, c'est votre grand rendez-vous politique avec l'AFP, Radio Classique et Les Échos. Michel Grossior reçoit chaque semaine en direct les leaders politiques qui font l'actualité. L'épreuve de vérité, ce soir à 18h30, en direct sur Public Sénat. Public Sénat, au cœur du débat.
Monsieur le Président, moi je pense qu'il faut être à égalité avec les loups parce qu'aussi ils mangent de nos brebis. Eux, ils ont faim, eux aussi, ils doivent se nourrir comme nous on se nourrit d'animaux aussi. Je trouve que ça serait mieux que par exemple on achète de la viande et qu'on par exemple on leur donne de la viande, on en met un peu partout dans la forêt. Comme ça, ils peuvent manger, ils évitent de manger les bêtes qu'on a nous. Je protégerai mieux les troupeaux avec des filets électriques et plus de patous. Non, mais moi je trouve qu'il ne faut pas donner de la viande aux loups parce que déjà qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger dans d'autres pays. Alors je vois pas pourquoi on donnerait à manger aux animaux sauvages qui sont habitués à se nourrir tout seuls. Pour les loups, je donnerais à manger parce que pour moi, les loups, ils y peuvent rien parce qu'ils chassent pour manger. Voilà. On n'a qu'à mettre plusieurs brebis dans la nature et ils les mangent et comme ça, ils n'ont pas à manger celles qu'on veut garder. On peut leur donner celles qui sont prêtes à mourir.